Je m'y attendais pas du tout, quoi. Non, arrête. C'est l'une des stars de Top Chef. J'ai le plaisir d'accueillir Maury Sacco au micro d'InPower. Les débuts sont assez durs. Dépêche-toi, Maury, j'ai le chef sur le dos, c'est quoi ce taillage? Tous les jours, donner 2 fois plus pour se remettre au niveau. J'ai ma place dans cette émission. Faire Top Chef quand on ouvre un restaurant, ça peut être un bon move. Rigueur, passion et créativité sont les maîtres mots de ce jeune chef étoilé, nommé parmi les leaders de demain par le magazine Times. Bonjour Maury, on vous veut dans notre une? Et là, je suis pas prêt, quoi. J'en m'appelais par mon prénom, on m'attrapait, je faisais des photos, on me prenait en photo sans que je le sache, dans le métro et tout. C'est fou. On est cuisinier, on fonctionne un peu comme un nez en parfumerie. Et moi, j'ai adoré ça, mais dès le départ. La vie est trop courte pour mal manger. Il y a plus grand chose qui me fait peur d'un point de vue cuisine. Waouh. En fait, là, je peux pas foirer. Je suis dans une obligation de réussite à ce moment-là. Comment se démarquer dans un univers ultra compétitif? Comment muscler sa créativité? Comment bien s'entourer pour atteindre ses objectifs? C'est un métier qui est extrêmement exigeant. Cette capacité à ne jamais se relâcher, quoi. On rate beaucoup, hein. Quand est-ce que t'es satisfait? Je pensais savoir, mais j'avais rien compris. Touche du bois, devant toi. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Maury Sacco. Bonjour Maury. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Content d'être là. Écoute, je suis très contente. Tu sais que t'es plus dur à voir que le pape. Hein. Ouais, je te jure, ça fait longtemps qu'on échange. Ça doit faire, je pense, un an et demi. Mais voilà, je suis ravie que tu sois là, au final. On va parler de pas mal de choses. Ton parcours m'intéresse beaucoup. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Maury Sacco, chef cuisinier. Voilà. C'est tout ce que t'as à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et alors, si jamais je te demande de te présenter sans me citer ton activité professionnelle et sans me citer tes hobbies, comment est-ce que tu te présentes? Maury Sacco, un mec sympa. Un mec sympa, je C'est prends. toujours suspect quand la personne elle le dit soi-même, mais tu verras. Tu nous le Généralement, prouveras quand au je suis cours de sympa. l'épisode. C'est sûr. Maury, donc en effet, t'es chef cuisinier. Ce que j'ai trouvé intéressant en faisant un peu des recherches sur ton parcours, c'est que ça n'a pas été une évidence pour toi, la cuisine. Comme certains qui te disent, je cuisinais avec ma grand-mère à 6 ans et en fait, là, j'ai su que plus tard, c'est ce que je ferais. Comment est-ce que tu te voyais plus tard, toi, quand t'étais enfant? Quand j'étais enfant, je pense que je me projetais même pas. Je m'amusais et puis je me disais, bon, on verra bien plus tard. J'aimais bien jouer avec mes frères et m'éclater, mais en vrai, je pensais pas trop à demain. Vous étiez 9, je crois, 9 enfants. Ouais. Rétrospectivement, parce que je pense que sur le moment, tu te rends pas compte de ce que ça signifie, vu que tu connais pas d'autres réalités. Aujourd'hui, tu dirais que ça t'a apporté quoi d'être au sein d'une famille si nombreuse? Je dirais que quand on regardait en arrière, ça m'a apporté beaucoup de protection et de l'amour finalement. Quand je regarde, je pense que j'ai grandi sans jamais être inquiet. J'ai cette chance, je savais que j'avais toujours un frère ou une sœur là pour m'aider, pour me protéger, pour m'accompagner, pour me donner à manger. Donc j'ai toujours été un peu couvé comme ça. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été possible si j'avais pas eu tous ces frères et sœurs et mes parents bien sûr à côté de moi. Comment tu crées en grandissant ta propre identité? Parce que c'est vrai que ça doit être plus difficile quand t'as autant de frères et sœurs, tu vois, d'exister, on va dire, en tant que vraiment Maury, en tant que toi-même. Finalement, ouais, je pense que j'affirme, on va dire, mon identité finalement après à partir de l'adolescence, comme beaucoup, hein, mais c'est avec les amis, finalement, on se détache un peu justement de tout ce tissu familial et en sortant avec les potes, avec la musique et des choses comme ça, quoi. Donc toi, c'est la musique, j'ai l'impression, qui t'a pas mal touché ou accompagné dans ta construction de ta personne. Ouais, de la musique, pas mal, hein. Je suis un gros fan de rap français. Okay. Et donc, mes potes, ça a été beaucoup de débats, beaucoup de... Chacun son artiste, choisit qui est le meilleur album, et ainsi de suite. Et toi, tu votais pour qui? Moi, à cette époque, j'étais très Booba pendant un moment. Après, il s'est un peu perdu à ce moment-là, quand je commençais à écouter. Donc, il s'est un peu perdu. Et après, on a eu... c'est un moment où c'était assez pauvre, finalement, parce qu'on avait Booba, Ruff, Lafine, on avait 3 choix. Il fallait choisir entre les 3, et à ce moment-là, j'étais un peu perdu, j'avoue. Et là, si tu pouvais dîner avec un rappeur demain, ce serait qui? Un rappeur, Hamza. Okay. C'est ce qu'il fait, ouais, je trouve ça cool. Bon, si tu nous écoutes. Voilà. Quand est-ce que le projet de la cuisine devient vraiment une éventualité pour toi? Pour moi, la cuisine, ça vient vraiment à fin collège. Okay. Conseillère d'orientation. Maury, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, j'avais pas mûri la question encore, hein, jusqu'au collège, je savais pas trop. Et à ce moment-là, je commence à regarder les pistes. Elle me dit, tu peux continuer en général, il n'y a pas de problème, tu prends le temps de voir. Mais j'étais à un moment où je me disais, pourquoi pas découvrir un métier? Et à ce moment-là, j'ai commencé à un peu fouiller en moi-même et me dire, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire?
Et c'est à ce moment-là où la cuisine et l'hôtellerie sont arrivés un peu en moi. Et je me suis dit, ah ouais, ça, c'est pas mal. Comment ça t'est venu, tu penses? Parce que tu vois, je me mets à ta place à 15 ans. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce milieu-là qui t'a attiré? Bah, je pense que c'est la télé finalement, hein, parce que moi, je passais pas mal de mes dimanches après-midi ou fin de soirée après le foot, totalement rincé devant la télé. Et c'est vrai que je regardais souvent ces documentaires, ces reportages, c'est toujours les mêmes aujourd'hui, hein, sur immersion dans un hôtel. Donc, on a le concierge, puis ensuite, on a les femmes de chambre, puis à bout d'un moment, on se retrouve en cuisine. Et j'ai toujours scotché un peu sur ces moments-là où il passait en cuisine. J'ai toujours, sans trop expliquer, sans trop savoir pourquoi, mais ces moments-là, en fait, j'étais attentif. Alors qu'avant, je faisais autre chose et tout, mais à ce moment-là, j'étais attentif. Bon, au moment de choisir, je me suis dit, en fait, peut-être que ça me plaît. Et en tout cas, j'ai envie de découvrir. Et je me suis lancé comme ça, mais c'était vraiment, pourquoi pas, quoi. Ouais, J'étais pas sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, de toute façon, c'est dur d'avoir une certitude. C'est ça. Ne serait-ce que parce que même si tu avais été fasciné par un domaine, en fait, tu ne l'as jamais vraiment pratiqué. C'est ça. Donc, et c'est le fait de faire qui, derrière, peut te faire réaliser est-ce que c'est pour moi ou non. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, une fois que tu t'engages dans cette voie, ça vient confirmer ou infirmer le fait que finalement, tu as envie de persévérer sur ce chemin? Je pense que ça a été quasiment instantané, hein. Moi, ça s'est passé sur mon premier cours de cuisine. Donc, on arrive, les premiers, donc les ETP, les travaux pratiques. Et donc là, on a, avec nos vestes de cuisine, nos toques mises de travers, à ce moment-là, je n'ai plus déguisé qu'habillé, vraiment. C'est la première fois que je mets une veste de cuisine et tout. Et le premier cours, c'est faire de la volaille. Donc à ce moment-là, chez mon poulet, c'était le poulet rôti, donc il fallait brider une volaille. Donc littéralement, on a une grande aiguille, on a un fil et puis on doit coudre ces poulets. Donc au tout début, je me demande qu'est-ce que je fais là à coudre un poulet, quoi. Et là, tu t'es dit, c'est fait pour moi. Mais pourquoi La je suis là à révélation. coudre un poulet? Je pensais cuisiner et je fais de la couture. Et il s'avère que je l'ai très bien fait Waouh. et que c'était très bon à la fin. Et le prof m'a félicité. Et je sais pas, quelque part, j'ai cette petite fierté de me dire, avec mes 2 mains et un poulet, j'ai fait ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que déjà, j'ai commencé à être un peu accro à ce côté de c'est moi qui l'ai fait, cette fierté un peu pure de l'artisan, quoi. J'ai fait ça avec mes 2 mains et j'avais envie de recommencer le lendemain, quoi. Comment ça se passe, les études de cuisine? L'étude de cuisine, pour moi, c'est une grande découverte parce que finalement, j'ai grandi chez mes parents avec une culture qui était celle d'Afrique de l'Ouest d'un point de vue gastronomique. Donc, j'ai mangé des mafés, des yassas, des tiboudiennes, tout ça. Mais la cuisine française, c'était la cantine, quoi, et c'était pas fou. Donc, Ok, c'est quoi ton pire souvenir de la cantine? Partageons. ah non, non, mais j'en ai tellement. J'en ai tellement. Mais ouais, on avait des cantines qui étaient assez hard, hein, mais Tu te souviens bah, des raviolis? allez, raviolis. Les raviolis avec la sauce. Je sais même Avec pas une si c'est de la tomate, en une vrai, espèce c'était de autre tomate chose. épaisse. J'ai même pas là. envie de savoir ce que c'était. Non, moi, c'est l'omelette cake bizarre, là. Une espèce d'omelette. C'était des plats qui nous les coupaient en carré et ça avait tout sauf le goût d'œuf. C'était un peu vert au milieu, c'était trop cuit. Et ça, c'est un fromage. Parce que là, l'omelette, je savais ce que c'était. Je savais que ce truc-là, on pouvait C'était pas pas qualifier une omelette. d'omelette. Et c'est vrai que quand j'arrive à l'école hôtelière, finalement, je découvre ce que c'est que la vraie cuisine française. Et donc, pour moi, c'est hyper passionnant parce que tous les jours, j'apprends des choses, quoi. Donc, un artichaut, un fenouil, j'en ai jamais mangé. Je sais ce que c'est qu'une banane plantain, je sais ce que c'est qu'une patate douce, mais un fenouil, j'en ai jamais mangé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un fenouil? Je goûte. Ah, c'est super, ah, c'est marrant. L'artichaut, ah, sa mère, c'est pas fou. Donc, et tous les jours, c'est ça, en fait. Et donc, Ouais. pour moi, c'est un moment qui est passionnant parce que j'apprends, et je suis très curieux de nature. Donc, je vais voir mes profs, je vais leur demander des choses. En fait, j'ai vu le bœuf bourguignon, le vin, pourquoi du vin, et ainsi de suite. Et finalement, j'emmagasine comme ça des connaissances et toutes mes premières années en école hôtelière, c'est que ça, quoi. Est-ce que vous commencez à travailler en parallèle ou ça vient après? Moi, ça vient après parce que mes 2 premières années, je les ai fait en initiale. Et après, justement, les profs me disaient que quand même, ça serait bien que tu découvres la réalité du métier parce que ce qu'on fait à l'école, c'est du théorique. Mais il y a la pratique qui peut être un peu différente. Et donc, les 2 autres années, je vais donc, je fais mon bac pro en alternance. Ok. Et tu vas où? Tu les fais où en alternance? Et là, je suis dans un restaurant qui est dans le 1er arrondissement, qui a maintenant fermé, qui était place du marché Saint-Honoré. Ok. Et donc là, je découvre qu'est-ce que c'est qu'une cuisine. C'était pas un restaurant gastronomique, c'est un restaurant
de bon niveau, mais restaurant italien d'ailleurs. J'ai commencé par la cuisine italienne. Et là, je découvre ce que c'est qu'un service. Mm. Donc, les réclames. Donc, c'est parti, Maury. Et puis, je prends le bouillon, mais complet. Hein. C'est dans 3 minutes, les pâtes. Où elles sont 3 minutes. Et puis, et puis, la viande, et ainsi de suite. Et au début, c'est vraiment un rythme qui est hyper intense. Mm. Et petit à petit, je prends le rythme. Et en fait, je suis totalement addict à ça, quoi. À cette frénésie, à ce besoin de se concentrer. En même temps, ce rythme. Là, on pense à rien d'autre pendant un service, pendant 2 heures. T'es focus sur le fait d'envoyer le prochain plat, et le prochain plat, et le prochain plat. Et j'ai adoré ce côté-là où on se vide complètement la tête et pendant 2 heures, on a un seul objectif en équipe, quoi. C'est marrant, ça me fait penser presque à un match pour un sportif. Tu vois, où c'est en effet, t'es concentré là-dessus, t'es dans un flow total. Et en fait, tant que tu n'as pas le résultat final, tu penses pas à autre chose, quoi. C'est pas autre chose. Et Ouais. plus rien n'est grave à ce moment-là. Il Ouais. m'est arrivé de commencer des services, j'étais malade, j'avais le nez, service commence, plus rien. Pendant 2 heures, et service fini, chaos total. Et c'est aussi ça, quoi, ce métier. Donc, Ouais. et j'ai découvert ça en apprentissage, et c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu rebuter beaucoup de gens, parce que c'est un rythme qui est assez intense, et c'est assez exigeant mentalement, mais physiquement aussi. On engage beaucoup de physique dans ce métier. Et moi, j'ai adoré ça, mais dès le départ. Si on parle des horaires, quoi, pour que les gens puissent réaliser, tes journées ressemblent à quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis apprenti, donc en plus, il faut dire qu'ils sont aménagés à ce moment-là, parce que j'étais encore mineur. Et donc, on commençait à 9 heures. Le service finissait aux alentours de 14 heures, 14h30. Je partais en coupure. On revenait aux alentours des 17h30, 18h. Et après, je finissais à 23 heures. Ok. Donc, c'est une journée complète, Ouais. finalement, totalement dédiée au travail. Mm. Et c'est vrai que ça permet on doit restructurer, entre guillemets, sa vie, hein, même si on est ado à ce moment-là et que j'ai 16-17 ans à ce moment-là. Finalement, ouais, je vois moins mes potes. Mais donc, ça nous oblige aussi à être vraiment sûr de son choix. Parce que finalement, c'est un choix de vie, quoi. Je suis plus avec eux le week-end, mais la semaine, je les vois plus, mes potes. Donc, Ouais. il y a aussi toutes ces choses-là à Ces mettre en avant, sacrifices, quoi. mine Ouais, de rien, quand même, à c'est des prendre en petits compte. sacrifices, quoi, Ouais. finalement. Qu'est-ce que ça change ensuite? Je crois que tu entres au Royal Monceau. Mm. Qu'est-ce que ça change de passer de ce restaurant de quartier à un palace? Est-ce que les exigences sont différentes? Est-ce que ce que tu apprends est différent? Ouais, moi, c'est mon rêve. Donc, ce qui m'a lancé dans ce métier, c'était vraiment les palaces. Et donc, quelque part, moi, en rentrant au Royal Monceau, je réalisais une partie de mon rêve. Et donc, Très jeune, parce que c'est à 18 ans en plus. Ouais, C'était c'est à la 18 bombe à les ans, gars. donc. Moi, j'ai réalisé mon rêve. c'est Bisous. bon, salut. Merci, j'ai tout fait. Et en fait, non. Et donc, je me retrouve là-bas et je comprends ce que c'est que réellement un palace. Et là, je vois qu'il y a 10 niveaux au-dessus d'exigences nécessaires pour faire ce métier à ce niveau-là. Et les débuts sont assez durs. Donc, je commence comme à l'époque, on faisait quand on sort de l'école, commence par le petit déjeuner. Donc, je suis un roi de l'omelette, il n'y a pas de problème. C'était pas celle de la Non, cantine. non, là, ça va, c'est pas celle de la cantine. Vraiment, je maîtrise à fond l'omelette maintenant. J'ai toujours pas perdu, mais c'est un poste qui nous permet de nous organiser et d'apprendre le rythme, l'envoi, la rigueur. Et je fais ça pendant 2 mois, je crois. Après, je vais voir mon chef, je lui dis, bon, ça fait 2 mois que je fais des omelettes, j'aimerais voir autre chose. Donc à ce moment-là, je passe au bar. Donc je vois encore autre chose, c'est un peu plus des salades, des sandwichs et tout. Et au bout de 6 mois, je crois, il y a une place qui se libère au restaurant gastronomique. Donc à ce moment-là, je postule, je me dis, bon, j'ai envie de voir réellement ce que c'est que la cuisine gastronomique. On me prend, et à ce moment-là, là, c'est vraiment on va dire, une des périodes les plus dures pour moi professionnellement. Parce que j'arrive dans une équipe où c'est la première fois que je rencontre un restaurant étoilé au guide Michelin dans ma carrière. Une équipe avec des collègues qui sont tous surentraînés, qui sont à un niveau là, et moi je suis tout juste là. Et donc il faut que j'ai un retard à rattraper, quoi. Donc c'est tous les jours, je suis à la bourre, dépêche-toi Maury, j'ai le chef sur le dos, c'est quoi ce taillage, Maury, c'est quoi cette cuisson? Et il faut que je me remette au niveau. Et je sais pas à ce moment-là ce que le chef a vu en moi, mais il m'a jamais lâché. Il m'a poussé. Et au bout de 6 mois, j'étais au même niveau que les autres. Mais c'était les 6 mois les plus intenses, on va dire, de ma vie professionnelle, quoi. C'était tous les jours, donner 2 fois plus pour se remettre au niveau. Est-ce que tu t'es remis en question à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, il y a un moment de remise en question parce que c'est tellement intense qu'on se demande si on va y arriver, quoi. Je me dis, est-ce que je suis pas juste
pas un cuisinier de gastro et peut-être un cuisinier qui est bon pour faire une cuisine plus traditionnelle, mais pas pour ce niveau d'exigence. Il y a une remise en question qui se fait. Et justement, c'est pour ça que je parle de ce chef-là qui m'a pas lâché parce qu'il m'a fait comprendre que non, t'es un cuisinier de gastro, mais t'as juste t'as la mentalité, mais t'as pas encore les capacités. Donc, il faut que tu travailles pour les acquérir. Qu'est-ce qui se passe après la fin de cette expérience au Royal Monceau? Pourquoi est-ce que tu quittes cet endroit? Bah, je reste là-bas pendant 2 ans et demi finalement. Et donc, une fois que j'étais totalement installé dans l'équipe, pour moi, j'ai ce déclic où je me sens vraiment passionné par ce que je fais, mais au sens premier. Alors qu'avant, je faisais très bien ce métier, mais c'était pas forcément une passion. Et donc, ce déclic, il se produit vraiment pendant ces 2 ans et demi. Et à ce moment-là, mon chef s'en va. Et il me dit, bah, Maurice, si tu veux vraiment finir on va dire ta formation de cuisinier gastronomique, bah, je vais t'envoyer chez mon ancien chef, donc Christophe Moret au Shangri-La. Et tu vas vraiment apprendre du basique, du classique, cuisine française. Et donc, je vais au Shangri-La, qui est un autre palace. Et là, je reste là-bas 6-8 mois. Et pendant tout ce temps-là, je prends de la cuisine française matin, midi, soir. Donc, les sauces, les cuissons, les découpes, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ce qui va raffermir et finaliser ma base de cuisinier. Quand je finis cette expérience, à ce moment-là, je peux dire que je suis un professionnel accompli et qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait peur d'un point de vue cuisine. C'est surprenant, je trouve, en fait, ton histoire. Parce que là où les années d'études et les premières années professionnelles sont parfois les plus difficiles, elles ont souvent été, enfin récemment en tout cas, été décriées, beaucoup d'abus, d'horaires, voilà, absolument excessives. Et toi finalement, c'est dans cette étape-là que tu t'es vraiment épanoui. Comment t'expliquerais ça? Comment t'expliquerais ce décalage? Et est-ce que toi, t'as vécu, on va dire, la frénésie qui est dénoncée aujourd'hui et les abus qu'il peut y avoir dans le monde de la cuisine? Non, je pense que sur mon parcours, j'ai plutôt été chanceux là-dessus. J'ai jamais été victime de ces abus. Après, bien sûr, je peux pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent, hein. Il y en a dans notre métier, et de moins en moins, tant mieux, mais ça existe encore. Mais je n'en ai jamais été victime, donc là-dessus, je m'estime pas chanceux parce que ça devrait être normal d'avoir un parcours sans abus. Ouais. Ça devrait être la norme. Ouais. Et mais autant même au Royal Monceau où je dis que c'était une des périodes les plus dures, on va dire professionnellement pour moi, je me suis jamais senti dans une pression malsaine, quoi. C'était toujours des encouragements, c'est toujours on Te me poussait, dépasser, quoi. me dépasser, comme un ami qui nous encourage quand on fait du sport, mais jamais quelque chose de toxique où on me ferait comprendre qu'il faut que je bouge, sinon je vais devoir partir, quoi. Donc cette tension, je l'ai jamais ressentie. Et je pense que même à titre personnel, j'ai ma propre énergie. Et dès que je ressens ce genre de choses, je fais vite comprendre que pas avec moi. Et c'est aussi important de pouvoir se sentir libre de le faire comprendre parce que généralement, ce genre de choses, les gens le sentent et se disent ah bah, je peux appuyer là. Il y a une brèche. Donc, il y a une brèche et généralement, c'est là où ça s'infiltre. Donc, c'est aussi être assez fort pour faire comprendre que non, je veux bien être encouragé, mais je veux pas que tu me pousses parce que si tu me repousses, je vais te pousser aussi. Et tu vas tomber. Ouais. Comment t'expliques que ce soit aussi présent dans ce milieu-là? Tu vois, j'ai vraiment été surprise de voir autant de témoignages d'exploitation, en fait, de personnel. Et c'est vrai que je me dis toujours, un leader gagne toujours à fédérer de manière bienveillante plutôt que de manière malveillante. Enfin, je veux dire, tu vois, la malveillance n'a jamais profité à personne. Bah, je pense que c'est un métier où la rigueur est quand même quelque chose qu'on s'impose à soi-même et qui est vraiment érigé comme une valeur principale. Mais je pense que certains confondent rigueur et abus. Et je considère qu'on a besoin de rigueur dans ce métier parce que la régularité est importante, la précision est importante, mais certains abusent justement de ce besoin d'être précis, d'être régulier, d'être toujours dans des standards pour en abuser, quoi. Et je pense que c'était le premier problème de notre métier. Et après, derrière, bah, y a aussi le fait du vase clos. C'est souvent des petites équipes, on est enfermés, on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai que c'est aussi, dès qu'il y a un profil qui est entre guillemets un peu plus faible ou un peu plus en retrait, où ça peut être un terrain très propice au harcèlement, aux abus, parce que tout se passe en vase clos. On passe des journées de 8h à minuit ensemble, et quand on rentre à minuit, on a juste envie d'aller se coucher et de recommencer le lendemain à 8h. Et donc, c'est très dur de sortir de ce quotidien, quoi. Donc, tant mieux maintenant si les journées sont beaucoup plus larges, on va dire, pour faire autre chose que ce métier-là. Mais c'est vrai que moi, je dirais que c'est un terreau assez fertile parce qu'on a un chef qui décide, entre guillemets, de tout. On a une équipe qui doit dire oui à tout ce que le chef demande.
Et c'est un schéma qui a été mis en place il y a très longtemps et petit à petit qui est en train de changer. Peut-être pas assez vite, mais il change. Et pour toi, ça n'a pas été difficile, cette autorité, d'accepter cette autorité? J'ai toujours eu un rapport particulier avec l'autorité. J'ai jamais été à la contester, mais j'ai toujours eu besoin de respecter les gens pour suivre leur autorité. Donc, j'ai eu de la chance d'être toujours tombé sur des chefs qui avaient quelque chose à m'apporter et que je respectais. Donc, leur autorité était naturelle pour moi puisqu'ils savaient mieux que moi. Mais c'est vrai que l'autorité, on nous l'impose. Il n'y a pas de sujet. C'est le côté militaire du métier. Et c'est ce qui fait on appelle ça une brigade, une équipe de cuisine, que la brigade tourne bien, c'est qu'il y a une autorité qui soit saine, mais qui soit respectée. Quand est-ce qu'arrive l'aventure Top Chef? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je pense que j'ai ma place dans cette émission? Alors, Top Chef, ça arrive suite au Shangri-La, je vais au Mandarin Oriental. Donc, là, tu t'es dit, je vais faire la tournée des palaces. Voilà, c'est pour moi, là. C'est bon, c'est fait. Et là, je rejoins un chef que j'admire toujours beaucoup, qui est Thierry Marx. Ouais. Et donc, je passe 4 ans et demi là-bas. Je passe de Michel Departie, qui est un des grades les plus bas, petit à petit jusqu'à sous-chef. Et je le seconde pendant 2 ans et demi. Et au bout de ces 2 ans et demi, j'ai la sensation d'avoir fait le tour. Je me dis, je suis avec ce chef que j'admire, mais je le connais maintenant, je présente des plats, il me les valide, je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui lui plaît pas. Mais par contre, je commençais à avoir envie de proposer ma propre cuisine, une cuisine qui me ressemble. Donc à ce moment-là, je sais pas vraiment à quoi ça ressemblerait, mais juste l'envie de décider et de faire ce que j'ai envie de faire. Et je me dis, au bout d'un moment, tiens, je vais ouvrir mon propre restaurant. Et donc, cette idée, petit à petit, a mûri. Et au moment où j'ai vraiment le concept du restaurant, je me dis, d'un point de vue très terre-à-terre, faire Top Chef quand on ouvre un restaurant, ça peut être un bon move. Ça peut aider. Ça peut être un bon move à faire de faire Top Chef en ouvrant son restaurant. Et donc, je candidate. Ce qui se fait plus beaucoup, d'ailleurs, maintenant. C'est plutôt du chasse, plutôt les chefs, que des chefs qui candidatent. Et je passe toutes les étapes de casting et par chance, je suis pris. T'es pris. Et là, commence une aventure. C'est combien de temps exactement le tournage? Le tournage, alors pour ceux qui vont au bout, parce que si on sort au bout d'une semaine, c'est une semaine. Ça ne dure pas très longtemps. Toi, t'es resté quasiment jusqu'au bout, donc t'es resté combien de temps? Moi, ça a duré 6 semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce tournage. Donc c'est intense quand même. Très bien, mais c'est à peu près ça. Mais c'est assez intense parce que finalement, on vit en vase clos. Pendant ce moment-là, même les Parisiens, on ne rentre pas chez soi, on est à l'hôtel. Et donc, on vit tous ensemble et on fait des épreuves toute la journée. Et après, on rentre le soir à l'hôtel et on recommence le lendemain. Et ça, pendant tout ce temps-là, quoi. Donc, c'est un tournage qui est assez intense. Et le temps, on va dire, compte quasiment double à ce moment-là parce qu'on est en vase clos, on est sous tension tout le temps. Et finalement, les seuls moments un peu de décompression qu'on a, c'est une journée par-ci ou sinon les coups qu'on va boire ensemble après le soir, entre deux, en cachette, parce qu'il y a la nounou qui fait le tour et on sort en cachette et c'est des vrais moments de décompression, quoi. Toi, tu choisis de rejoindre Paul Perret, c'est ça? Je me souviens plus, c'était donc en 2020, mais est-ce que tu as le choix entre plusieurs et tu choisis lui? Ou est-ce que c'était lui? Non, c'était mon premier choix. C'est ton premier choix. C'est mon premier choix, mais c'est lui qui m'a choisi, donc ça c'est super. Ok, trop bien. C'est au début on peut choisir si on a plusieurs choix, mais là pour le coup, moi j'étais arrivé en disant moi j'adorerais être avec Paul Perret, et finalement c'est lui qui m'a choisi, donc c'était mon choix. Ouais, trop bien. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais particulièrement être accompagné par Paul Perret? C'est un chef qui est connu pour une créativité et une liberté qui est totale. Son restaurant Ultraviolet. En fait, c'est construit une boîte où il peut diffuser la lumière qu'il veut, la température, l'humidité, et puis il fait un menu totalement à l'aveugle. Et c'est d'une créativité sans limite, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez fou. Et je trouvais le personnage encore plus fou que sa cuisine elle-même. Donc, je me suis dit, l'un dans l'autre, ça peut être la bonne personne pour m'accompagner. C'est clair. Quelle a été la différence entre ce que tu imaginais de l'émission et de ces 6 semaines de tournage et la réalité? Le temps d'adaptation caméra. Parce que moi, je pensais que j'allais venir, que j'allais faire ma cuisine et que j'allais te filmer. En fait, non. C'est pas la même chose de cuisiner devant une caméra. Et par exemple, il faut tout le temps parler. Et en cuisine,
je cuisine, je suis tout seul dans ma cuisine, je parle pas, hein, je cuisine quoi. Et là, quand on coupe un oignon, il faut dire je coupe un oignon. Et ensuite, je cuis mon oignon et je rajoute de la crème. Et il faut tout verbaliser pour expliquer ce qu'on fait parce que c'est pas forcément logique pour tout le monde. Ouais. Quand je mets du sel, c'est peut être du sucre. Donc, moi, je dis, et je mets du sel. Et c'est vrai que les premières émissions, ça te coûte 20 minutes, ça. Et toi, tu prends pas en compte. Tu dis, j'ai 2 heures, ok, ma recette, ça doit rentrer dans 2 heures. Mais moins les 20 minutes de perdu à la caméra, à expliquer ce que tu vas faire alors que tu ne sais absolument pas ce que tu vas faire. Parce que là, tu déballes ton truc et là, tu vois un riz de veau, une tomate et de la vanille. On te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je viens de voir le plateau. Quoi. Arrête de poser trop de questions, toi Laisse-moi aussi. 30 secondes, s'il te plaît, que je réfléchisse à ce que je veux faire et après, je vais te dire ce que je dois faire. Et ce temps-là, il est perdu, quoi. Parce que là, du coup, il te met un stress pour lui dire. Et une fois que tu lui as dit ce que tu vas faire, tu dois plus ou moins partir dans cette direction. Ou sinon, tu vas devoir expliquer pourquoi tu as changé d'avis et ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et c'est vrai que ça, c'est pas du temps de cuisine, mais ça te prend sur ton temps de cuisine. Et j'avoue que j'avais pas du tout anticipé ça, quoi. Est-ce que ça se muscle, le fait de voir des ingrédients et de se dire, tiens, je vais faire cette recette? Ouais, je pense que ça se muscle en travaillant, mais tout ça, quand on arrive à Top Chef, c'est notre expérience passée qu'il a fait. Et je pense que plus on a été confronté à différents ingrédients, et plus on a de manières de le travailler. Finalement, quand je vois une tomate, je vois 1000 manières de la travailler. Donc après, ça dépend du temps que j'ai, et ainsi de suite. Donc finalement, ça nous permet de créer des recettes. Et quand on est cuisinier, on fonctionne un peu comme un nez en parfumerie. On peut créer un plat sans avoir à le goûter parce qu'on a tous les goûts en tête et on connaît à peu près les balances. On n'est jamais sûr du résultat final, mais on sait à peu près la direction. J'aime beaucoup cette comparaison avec le nez. C'est vrai que vous êtes un peu des créateurs au final de saveurs, pas d'odeur, mais de saveurs. Comment tu as géré cette pression? La pression de tournage, finalement, je l'ai gérée en me disant c'est un jeu, amuse-toi. À la fin, oui, t'as pas envie de sortir, oui, il y a une pression justement de la part des éliminations, mais éclate-toi et fais ta cuisine. Et c'est comme ça que j'ai réussi un peu en allant sur ce que je connaissais et ce que j'avais envie de proposer à ce moment-là. T'avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 27 ans, ou 26 je crois. Ouais, ok. Parce que j'allais te demander par rapport à ce que tu me dis, en fait, est-ce que les chefs plus âgés ne sont pas avantagés parce qu'ils ont du coup plus d'expérience, plus de compétences, plus de peut-être de connaissances aussi, de saveurs, qui ferait que du coup ils ont une longueur d'avance sur les petits jeunes, quoi. C'est sûr qu'un chef plus expérimenté a plus d'avantages parce que clairement sur Top Chef on peut s'amuser à créer un accord différent, mais on va surtout faire des assemblages de choses qu'on a déjà faites pour pouvoir créer un nouveau plat. Et à ce moment-là, plus on a été confronté à des plats, donc plus on a d'expérience et plus on est avantagé. Après, ça peut être aussi un désavantage parce que c'est pas parce qu'on a fait un plat parfait mais avec moins de risques que le petit jeune qui lui s'en fout, il va tenter un truc totalement fou, peut pas nous passer devant grâce à un coup de cœur parce qu'il a mélangé 4 ingrédients qui n'auraient rien à faire ensemble, mais là ça fonctionne et sur un coup de génie, ça passe, quoi. Donc finalement, on va dire il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sacré avantage quand même d'avoir cette expérience parce qu'on est beaucoup plus serein à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es éliminé? Quand je suis éliminé, je me dis c'est dommage. Vraiment, je suis pas particulièrement, je suis pas énervé à ce moment-là. Je suis juste en mode dommage. J'aurais peut-être bien voulu voir la suite, mais j'étais content de mon parcours. Et j'avais un autre objectif qui se précisait très fort, c'est que mon restaurant, j'avais trouvé le local, j'avais signé les papiers, et donc je me suis dit, c'est dommage, mais il va falloir enchaîner vite sur le resto, là. Est-ce qu'au sein de l'émission et des participants, il y a une compétition qui finalement ressemble plus à une émulation, ou est-ce que c'est quand même une adversité parce que si tu restes, c'est que l'autre part? Ça dépend des saisons, finalement. Il y a des saisons où ça a été vraiment la guerre. Disons-le. Voilà, ça a été la guerre et ils ne s'entendaient pas. Et c'était vraiment, c'était chaque bataille, il fallait la gagner. Et nous, on a une saison assez particulière. C'est que finalement, on avait tous potes. Tout le monde s'entendait super bien. Et franchement, on est encore tous en contact. Et tous ceux qui sont sur Paris, on se voit régulièrement. Et en même temps, quand l'épreuve commençait, je vais gagner l'épreuve, quoi. Genre, t'es mon pote, mais jamais je te laisse gagner. Et c'était pareil de l'autre côté, quoi. C'était une compétition et il y avait un super niveau. Et donc, on voyait les assiettes qui sortaient, on s'est dit, ouais, t'as sorti ça. Ok, bien, d'accord, tu verras. Et il y avait une concurrence comme ça qui était hyper saine, mais ouais, c'était plus une émulation finalement, parce que, mais
On sortait, on buvait des coups ensemble, et par contre, l'épreuve commençait. Ouais, il n'y avait plus de copains, quoi. Tout le monde était là pour gagner. Et ça, je trouvais ça hyper cool parce que c'était super sain de se dire que on fait pas semblant d'être copains et que le Ouais. meilleur l'emporte. Non, Ouais. c'est le meilleur l'emporte, mais le meilleur, c'est moi, quoi. Donc, il y avait cet état d'esprit à conserver et ça poussait tout le monde en avant. Sur quoi t'as progressé en faisant Top Chef? Dans Top Chef, je dirais que j'ai progressé, moi, sur ma vision, sur ma construction d'assiette. Parce que techniquement, on progresse pas. On répète des gestes, Ouais. des choses que... Ça va tellement vite, c'est comme c'est plus de la C'est performance ça, que de on l'apprentissage. n'invente pas quelque chose pendant Top Chef, ou sinon c'est qu'on a eu un sacré coup de chance, mais on n'invente rien. Mais par contre, j'ai toutes les dégustations de chefs, où c'est des chefs multi-étoilés, avec 10, 20 ans d'expérience, du col bleu, blanc, rouge, des très hauts capés, et je les voyais déguster les assiettes. Et ça, vraiment, quand on est jeune, qu'on a 28 ans, que c'est la première fois qu'on est libre de créer ses assiettes par soi-même, on a envie de tout mettre. Je vais te faire une chips, puis une sauce, puis une cuisson, puis une double cuisson, puis un truc frit, puis après en dessous. Et tu vois ce chef qui arrive, qui te pousse les trois quarts de ce que tu as mis pour mettre, pour montrer que tu sais faire, et qui dit ça, j'ai pas besoin, la chips, ça sert à rien, ça sert à rien. Et en fait, qui se limite à 3 ingrédients, qui va dire en fait, juste ça, c'est très bien. Et il y a un moment dans ma tête, ça, comme si ça avait pété une porte, et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai pas besoin de mettre 40 trucs dans l'assiette pour montrer que je sais faire. Finalement, je me concentre sur 3 éléments, mais par contre, il faut qu'ils soient parfaitement faits. Une belle viande, une sauce, une garniture. Et j'ai tout compris. Et à ce moment-là, je pense que quand on comprend ça, je gagne 10 ans. Parce qu'avant d'avoir ce déclic, moi tout seul dans ma cuisine, de comprendre que j'ai pas besoin d'empiler 40 éléments pour que ça soit technique et que ça soit cool, bah, c'est le temps de la maturité, quoi. Et cette maturité, pour moi, elle est arrivée pendant le concours. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux, il est mis du bien totalement en cuisine. Et d'un autre côté, après, bon, tu fais pas de pâtisserie, je crois, mais même dans la cuisine, finalement, il y a, tu l'as dit toi-même, une forme d'exigence et d'aspiration à la perfection qui est quand même vraiment présente, tu vois, de maîtriser ces 3 éléments à la perfection. Comment tu vis avec cette aspiration à la perfection tout en sachant qu'elle ne pourra jamais être atteinte? Moi, je vis assez bien avec ça parce que la perfection, c'est dur à atteindre. C'est plus la satisfaction que je vais chercher, moi. Ouais. Donc, la mienne et celle du client. Et si je suis satisfait, il y a un petit truc, c'est pas parfait, mais je suis satisfait, c'est déjà le principal. Et après, derrière, on vient travailler là-dessus et pousser. Mais bien sûr que ce sentiment de se dire c'est parfait, on le connaît pas beaucoup. Donc, beaucoup de chefs, comme moi, on est rarement satisfait finalement de ce qu'on fait. Pourtant, tout le monde nous dit que c'est génial, tout le monde nous dit que c'est super, mais nous, on va rester bloqué sur le truc, sur le défaut, c'est dire non, ça va pas. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet de progresser et Ouais. de créer finalement. Quand est-ce que tu es satisfait? Quand le client est satisfait. Moi à Ouais. titre perso, Ouais. je suis quasiment jamais 100% satisfait. S'il me demande, je te dis oh, bon, 60, bon, 70, 80 si je suis vraiment très content. Mais je suis jamais totalement satisfait. Donc, du coup, j'inhibe mon propre jugement et je dis est-ce que C'est vous ça êtes qui content? compte. Oui, ok, bon, c'est bon, je suis content alors. Et c'est tout ce qui va compter pour moi à la fin. Quand est-ce que tu es au contraire totalement insatisfait de toi? Moi, je dirais que je suis insatisfait quand je dois abandonner une idée que je sais qui est pertinente, qui est bonne, mais par un défaut technique ou de connaissance, je peux pas la réaliser. Je vais m'imaginer un plat, une chips, et je vais pas avoir la technique, je vais pas avoir les compétences pour le faire. À ce moment-là, je vais être très insatisfait, mais finalement, c'est un super moteur parce que je sais que tous les livres de la librairie chez moi, je vais tous les descendre et je vais trouver comment le faire. Faire cette Comment putain de chips. Ouais, voilà. Et tant que je l'aurais pas fait, je pense que je dormirai pas tranquille. Donc, c'est un super moteur. Mais en même temps, c'est un peu chiant parce qu'il y a des fois où tu vas pas trouver la solution comme ça, quoi. Mais ça te rentre comme ça et tu restes avec et au bout d'un moment, faut la trouver. T'as pas pleuré quand t'as été éliminé de Top Chef? Non, j'ai pas pleuré quand j'ai été éliminé de Top Chef. C'est vrai que non, quelque part, quand je suis sorti, je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. Il y a autre chose qui m'attend. Ouais, voilà, il y a autre chose. Voilà, je sors là, c'est que je vais sortir là. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a longtemps. Hein. En vrai, je pleure pas tant que ça. Non, ça devait être. Je crois que quand j'ai commencé l'école hôtelière, une fois, j'ai raté mon dernier train, j'étais tout seul. Je me suis dit, bon, allez, je vais lâcher une petite larme. Et j'ai appelé mon père, je lui ai dit, ah, tu peux venir me chercher, s'il te plaît. Il a râlé, après, il a entendu que ça reniflait un peu. Il s'est dit, bon, allez, j'arrive. Et j'ai raté mon dernier train, en rentrant de TP d'ailleurs, en plus.
C'était un bus. Le bus arrivait en même temps que le train. Il fallait que tu cours pour attraper ton train. Ouais. Et cette fois-ci, le bus est arrivé trop tard. Le train est parti. Je fais, oh non, mon train. Demain, j'ai cours à 8h. Il est 23h. Ce sentiment d'impuissance est horrible, quoi. Ce sentiment-là d'impuissance, c'est dire, ah là, je suis bloqué là. Comment je vais faire? Heureusement, papa était là. Heureusement. Heureusement. Donc, tu ouvres ensuite la sortie de Top Chef, ton restaurant. Est-ce que tu n'as pas peur des risques, en fait, que ça implique d'ouvrir son propre restaurant? Parce que c'est vrai que c'est un projet qui fait fantasmer, j'imagine, beaucoup de personnes, peut-être même des personnes qui nous écoutent. Mais parfois, il y a des barrières qu'on peut se mettre, que ce soit financières, que ce soit même de confiance. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, en fait, j'y crois et je suis prêt à endosser les risques que ça implique? Moi, c'était... Finalement, je me suis mis dans une obligation de réussite à ce moment-là. Parce que ce restaurant, je l'ouvre, mais les financements, il y a une partie par la banque, oui, mais tout le reste, c'est de la love money. C'est des proches qui m'ont avancé de l'argent, c'est des proches qui ont investi dans l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai le poids aussi de ces responsabilités sur le dos. On a besoin de combien à peu près pour ouvrir un restaurant, pour avoir un ordre d'idée? Pour ouvrir un restaurant, entre 600 et 800 000 euros pour un restaurant, on va dire, gastronomique. Ouais. Après, on a besoin de beaucoup moins si on fait un snack, hein, mais pour ce genre de choses-là, 600, 800, c'est pas mal. Ouais. Et donc, à ce moment-là, quand je le prends à 28 ans, t'as déjà ça sur le dos, quoi. Donc, c'est une responsabilité financière d'abord. Ensuite, il y a aussi un petit peu d'ego. C'est qu'à ce moment-là, je sors, je viens de faire Top Chef, j'ai toutes les conditions réunies pour réussir mon ouverture et de montrer mon talent en tant que cuisinier aussi. Donc, il y a cette pression que je me mets. Et après, il y a une pression aussi toute nouvelle pour moi qui arrive, c'est celle de chef d'entreprise. Donc, j'ai des salariés, j'ai un loyer, j'ai des charges à payer. Et tous ces gens-là me rejoignent dans cette aventure et comptent sur moi à la fin du mois pour leur verser leur salaire et eux puissent vivre leur vie à côté. Donc, je suis aussi responsable envers eux. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont potentiellement de la pression, pour moi qui se transforme en force, c'est se dire en fait là je peux pas foirer, quoi. Ils comptent sur moi, je vais leur montrer qu'ils ont raison de compter sur moi. Comment tu choisis les personnes qui te rejoignent à ce moment-là? À ce moment-là, c'est un mix entre des gens que je vais chercher à l'extérieur et d'autres qui sont d'anciens collègues, des gens avec qui j'ai travaillé. Et je me dis, pour une ouverture comme ça, la première de ma vie, il faut que je travaille avec... J'ai pas le temps de découvrir les personnalités en faisant, donc il faut que les postes, mon sous-chef, mon responsable de salle, ça soit des gens que je connaisse parfaitement et dont je connais la personnalité. Et je sais comment ils réagissent dans les bonnes situations, mais aussi sous stress et dans les mauvaises situations. Et à ce moment-là, c'est d'anciens collègues qui viennent me rejoindre dans l'aventure. Comment on les convainc? Parce que tu vois, j'imagine qu'ils sont très sollicités, qu'ils ont peut-être pas mal de possibilités. Tu penses, pareil, rétrospectivement, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit on le suit, allez, même s'il a jamais ouvert de resto, on y va? Je pense que je les ai convaincus avec un objectif. Ouais. Vraiment, moi je suis arrivé, je leur ai dit on ouvre, on prend une étoile au guide Michelin. Et c'était un focus, c'était un objectif clair, défini et un moteur pour toute l'équipe. Et tous ceux qui ont, entre guillemets, sauté dans le bateau avec moi et qui sont venus, ils avaient cet objectif. Ils sont arrivés en se disant, bon, chef, on va l'avoir cette étoile, on va ouvrir, on va faire notre maximum et puis on va l'avoir. Et c'est vrai que ça a tout de suite porté ses fruits parce qu'on l'a eu, cette étoile. Ouais, tu l'as eu récemment, c'était par rapport à l'ouverture? Par rapport à l'ouverture, on était sur un petit record, on l'a eu après 6 semaines d'ouverture. Non, arrête. Donc, tu l'as eu 6 semaines après l'ouverture? En gros, on a ouvert 6 semaines, il y a eu le Covid, donc on était entre les deux confinements, on a ouvert en 2020, donc j'ai du flair, là je me suis dit là c'est le moment parfait pour ouvrir un restaurant, septembre 2020, et donc pile entre les deux, et je pensais on sentait venir en septembre déjà qu'on allait se reprendre un truc sur la tête, mais je pensais que je tirais au moins jusqu'en janvier-février. Et là, quand ça a été annoncé mi-octobre, début novembre, que ça refermait, nous, le restaurant est ouvert que depuis 6 semaines. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, l'étoile, les gars, désolé, mais ça sera l'année d'après, parce qu'au bout de 6 semaines, ils n'ont pas eu le temps de venir, je pense pas. Et c'est avéré qu'au mois de janvier qui a suivi, donc à la remise des étoiles, une étoile pour Mosuke. Ils étaient venus sans que tu saches. Ouais, c'était venu sans que je sache. Ils viennent undercover. Ouais, c'est quasiment impossible de les démasquer. Sinon, on devient parano, en fait. On en voit partout des cocos. C'est bizarre. Je pense que lui, tu sais... il prend des notes sur son téléphone. Lui, il est aux toilettes 3 fois. Je pense qu'il y a un truc. Lui, il goûte, il mange bizarrement. Et après, tu deviens parano et tout le monde est inspecteur du guide Michelin. D'ailleurs, un bon plan pour manger à l'œil dans un restaurant ou être très, très bien servi.
faites semblant de prendre des notes. Ça marche toujours. J'ai l'impression que t'as essayé. Si tout le monde est parano dans le restaurant tout de suite en mode c'est bizarre celui-là pour prendre des notes. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'était Incroyable. assez fou quoi. Assez fou. Moi, je m'y attendais pas du tout quoi. Et comment tu gardes la motivation et l'ambition une fois que l'objectif affiché a été atteint si rapidement? Une fois qu'il est atteint, comme c'est venu vachement vite, nous, en tout cas moi pour mon étoile, on a été tout de suite aussi remis en question. Ça dit, c'est bizarre, une étoile au bout de 6 semaines, est-ce que c'est parce qu'il est médiatisé? Est-ce que c'est parce qu'il a une bonne tête, il est sympa? Et mon étoile a été remise en question à son obtention, quoi. Fuck les rageux. Donc voilà, ouais, totalement. et donc à ce moment-là, nous, la motivation qu'on a repris, c'était, vous allez voir si... voilà, c'est ça, un coup de chance. Ouais. Et ça a été un deuxième moteur. Et une fois qu'elle a été reconfirmée, derrière, c'est juste dérouler, et continuer à pousser et affirmer la personnalité dans l'assiette, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur la jeunesse de ce restaurant. Mais avant, je me demande, pour terminer sur l'aventure Top Chef, quand tu sors de cette aventure, donc tu as été particulièrement apprécié. Tu vois, c'est fou à quel point, je trouve, tu as marqué la saison et aujourd'hui, limite, on se souvient que de toi. Enfin, il faut vous dire les choses. Comment tu as fait pour gérer ce momentum et potentiellement l'immense champ des possibles qui s'offre à toi du jour au lendemain? C'est vrai que ça a été un grand choc. Déjà, point de vue personnel, j'ai dû changer mes habitudes de vie. Parce que quand ça se passe, c'est pendant le premier confinement, du coup. Et donc, je me rends pas bien compte. On est enfermé chez soi. Je sors, je fais le tour du pâté de maison 40 fois le même. Et donc, au bout d'un moment, on est libre. Et pour la première fois, donc, je retourne sur Paris et je prends le métro. Et là, je suis pas prêt, quoi. Non. Alors, j'en m'appelais par mon prénom, on m'attrapait, je prenais des photos, on me prenait en photo sans que je le sache, dans le métro et tout. Ah oui, d'accord, donc... déjà, c'est vrai que tu passes pas inaperçu, oui, c'est quoi. Ça, donc je peux pas trop me planquer pour le coup, là. Donc je suis là, ok, d'accord. Donc il va falloir s'adapter à ça. Et la gestion, on va dire, d'un point de vue de carrière, ça a été de savoir dire non, en fait, finalement. Parce qu'on a beaucoup de sollicitations qui arrivent à ce moment-là, beaucoup de propositions, du bon, du moins bon. Et c'est de savoir, finalement, où je vais mettre mon énergie. Donc moi, c'était plus simple pour moi parce que j'avais cette ouverture de restaurant... qui était là. On savait qu'on ouvrait en septembre, donc je savais qu'en septembre, je devais être dans ma cuisine et nulle part ailleurs. Mais avant ça, j'avais accepté de faire un projet assez cool qui était Edo. On était au Palais de Tokyo, sur l'esplanade. Et j'ai accepté ce projet parce que je me suis dit, c'est bien, ça va me faire un tour de chauffe en tant que chef. Ça va pas être du gastronomique, mais ça va me permettre de me roder, de moi-même, de tester des accords de goût sans les pousser autant que sur le restaurant gastronomique. Et c'est ce que ça a été. Ça a été un petit labo pour moi. Il y avait une énergie ouf dans ce lieu-là et ça m'a permis de me lancer tranquillement en septembre, plus sûr de moi et plus assis, on va dire, sur ma cuisine, quoi. Mosuki, du coup, c'est vraiment, j'ai l'impression, plus qu'un restaurant, c'est un univers, c'est une proposition de valeur, c'est une identité. Comment ça se passe, ce travail de branding, de définition de l'univers du restaurant au-delà de la cuisine que tu proposes? Ça se passe avec beaucoup de travail, on va dire, de recherche, finalement, parce que je suis parti de la fin. Je suis parti de l'assiette, je me suis dit, Maury, quelle cuisine t'as envie de faire? Et au bout des essais, il s'est avéré que je ne pouvais pas m'empêcher de mettre des produits japonais dans une cuisine africaine, mais avec des techniques françaises. Boum. Et donc, voilà, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, tout ça, c'était ma cuisine et voilà, c'était ce que j'étais dans l'assiette finalement. Ouais. Et je me suis dit, cette cuisine, il faut qu'on trouve tout un récit pour pouvoir la faire comprendre et pour pouvoir la verbaliser finalement. Et donc, le nom, déjà, Mosuke, ça m'est venu en découvrant, chercher des ponts, en fait, finalement, entre... Le confinement m'a aidé parce que j'avais beaucoup de temps, du coup. C'est vrai. Et chercher des ponts entre les cultures japonaises et du continent africain. Ouais. Et donc, je suis tombé sur l'histoire de Yasuke, qui est donc le premier samouraï étranger, d'ailleurs, et le seul samouraï noir qui existait au Japon. Et donc, l'histoire de cet ancien esclave qui a été déporté jusqu'au Japon, et qui, une fois au Japon, a monté toutes les couches sociales jusqu'au rang de samouraï, qui était un des plus élevés à cette époque-là. Je trouvais que c'était une belle histoire, justement, de croisement culturel et justement de cet Africain. Je n'imagine même pas sa vie, le pauvre, arrivé au Japon comme ça et qui s'acclimate et qui devient samouraï. Et cette histoire assez belle. Je me suis dit, je croisais donc, le Yasuke, donc le suke, avec mon prénom, Mori, donc ça donnait Mosuke. Et le nom me plaisait bien. Et ça a été une première manière assez simple, finalement, d'expliquer le concept du restaurant. Et après, à partir de là, une fois que j'avais le nom et la cuisine, c'était de créer un univers où on aurait ces trois influences,
mais jamais sur quelque chose de trop direct, trop droit. Moi, j'aime quand on insinue plutôt les choses, quand on sent un feeling aussi. On sent quelque chose de japonais, mais je pourrais pas l'expliquer. Et moi, j'aime beaucoup ce feeling parce que finalement, on est plus dans le ressenti que dans quelque chose qu'on vient nous imposer. Dans la subtilité. Ouais. À ce moment-là, quand tu ouvres le restaurant, t'es déjà allé au Japon? À ce moment-là, non. Donc c'est marrant, quoi. Ouais. D'où te vient cet intérêt pour la culture et la cuisine japonaise? Cet intérêt pour la culture japonaise, il me vient tout jeune déjà. Donc, avec mes potes, on parlait de foot, mais on parlait aussi beaucoup de manga. Et donc, j'étais un gros passionné de manga, en animé, en livre aussi. Et c'est vrai que dès tout petit, ça m'a déjà acclimaté à cette culture japonaise. Et après, en grandissant, à force de les faire manger des sushis, des ramen, des yakitori et tout, je me suis toujours demandé si c'était bon. Donc, avec mes premiers sous, On va au japonais. Ouais, j'ai été au japonais, mais pas un truc de fou, hein, vraiment non, le ouais. truc un peu pourri, japonais, chinois, on sait pas trop ce que c'est. Ouais. On a Il y des a un peu nems, de des tout. sushis, du pad thai. Ouais. Bref, c'est pas grave, j'ai pris mes sushis et j'ai beaucoup aimé. Et petit à petit, en grandissant, j'ai élevé un peu mon niveau, mon exigence et ainsi de suite. Mais tout a commencé par le manga finalement. Et donc après, en travaillant, j'ai toujours travaillé avec des chefs qui étaient soit japonais, soit qui avaient cette aspiration japonaise. C'est vrai que Thierry Marx l'a beaucoup aussi. Ouais, Thierry Marx, c'est pour ça que je rêvais de travailler avec lui aussi. Et quand je suis arrivé, il y avait un bon 3/4 de la brigade qui était japonais en fait. D'accord. Et donc c'est là où j'ai le plus appris, c'est au contact de ces collègues-là. Et les pauvres, je les ai emmerdés quoi. Dis-moi, pourquoi tu c'est utilises ça? C'est ça. Et dis-moi, tu peux me faire un dashi s'il te plaît? Et toi, dis-moi, j'ai vu un curry rice, mais je sais pas comment on le fait. Et c'était super sympa. Et mon épaule, c'était très japonais aussi. Du coup, ils avaient envie de faire plaisir. Du coup, ils disaient, oui, Mori, du coup, on restait à la coupure. Il me faisait un curry, il me faisait un dashi. Et je disais, toi, tu viens d'une autre région, le Japon? Oui. Et vous faites le dashi pareil? Non? Ah bah vas-y, montre-moi. Et, et comme ça, franchement, j'ai appris énormément. Et pour moi, c'est tout un apprentissage de recettes, mais aussi des rencontres humaines, finalement. Quand est-ce que tu y allais pour la première fois? La première fois, j'ai été là pendant. On a fermé Mosuke au printemps 2023 pour faire des gros travaux dedans. Et j'en ai profité pour aller au Japon pour la première fois. L'année dernière. Ouais, l'année dernière. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé? La folie. C'était Non, aussi bien que tu l'imaginais? Ouais, franchement, voire même mieux. Et franchement, quand j'y allais, il y a une petite partie de moi qui me disait j'espère que ça va être bien. Bah ouais, c'est sûr, parce que quand on a idéalisé un pays et une Ça. culture, c'est difficile parfois C'est de difficile. matcher les attentes, quoi. Et quand je suis arrivé, en fait, je me suis senti tout de suite bien. Beaucoup de gens me disaient, tu vas voir, c'est ultra dépaysant, parce que tous les panneaux, il y a des kanji, et c'est très différent finalement de la culture occidentale. Mais moi, je me suis senti pas comme à la maison, mais en fait, j'avais tellement vu ces décors dans des animés, dans des mangas, dans des séries, que je me suis dit, en fait, je connais, je suis pas mal, en fait. Et je me suis senti tout de suite bien au Japon. Et donc, bien sûr, la nourriture. Donc, j'ai mangé tout ce que je pouvais manger et que j'étais en capacité En de fait, manger. la visite pour toi, la visite culturelle, c'était un resto le matin, un resto le midi, un resto le soir. Et entre les deux, un resto, comme il y a beaucoup de stands de street food, mais j'ai fait Ouais. que manger pendant 3 semaines. Ouais. Et j'ai pu rencontrer des chefs aussi et d'autres collègues et pouvoir comprendre vraiment mieux la philosophie du cuisinier japonais finalement. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que culturellement, ils ont une culture du takumi, c'est l'artisan qui va venir se focaliser sur un produit, une technique et la pousser au rang d'art. Et donc, j'étais voir un chef spécialisé du yakitori, donc les grillades, un autre du tempura, un autre du sushi, un autre qui fait vraiment la cuisine kaiseki, qui est vraiment la cuisine la plus raffinée, c'est la cuisine de la cour de l'empereur, qui est très codifiée. Et finalement, chacun m'a montré son art et m'a accepté dans sa cuisine. Et ça, c'est vraiment, pour moi, inestimable parce que c'est très dur de rentrer dans la cuisine d'un chef japonais. Et là, qu'ils prennent le temps de m'expliquer, de me montrer, c'était assez génial. C'est quoi ton meilleur souvenir culinaire du Japon? Je dirais le tempura. Parce Ok. que je rencontre ce chef, le chef Kondo, et Fumio Kondo, qui est un des premiers chefs à avoir fait du tempura, mais vraiment du récent tempura au Japon. Avant, c'était quelque chose de plutôt populaire, mais pas de haut niveau. Et il m'a montré comment faire un tempura. Moi, je pensais connaître. J'étais assez sûr de moi. Tempura, je maîtrise, ça va. Et en fait, non. Il m'a montré comment faire la pâte et surtout m'a expliqué la philosophie du tempura. Là où moi, je me disais, c'est juste des produits qui sont enrobés dans un appareil à tempura et frits.
Et donc, c'est bon parce que c'est frit et que c'est comme un beignet. Voilà. Voilà, c'est bon. Bah, lui m'a expliqué que pas du tout, en fait. Finalement, c'était plus une logique d'avoir le vrai goût des aliments en rehaussant leur température par un bain de friture. Donc, quand il prend le haricot vert, il le trempe dans la pâte à tempura, il le met dans la friteuse, il te le sort, tu le goûtes et le haricot a la texture du cru, mais le goût du haricot, mais c'est immense. Et je me suis dit, ah ouais, il m'a ouvert une autre porte dans ma tête et je me suis dit, je pensais savoir, mais j'avais rien compris. C'est la chaleur qu'on vient chercher et pas le côté frit finalement, et on ne dénature surtout pas le produit. Vous aviez un traducteur pour pouvoir échanger? Ouais, j'étais accompagné de japonais qui parlaient français, sinon D'accord. c'était Ouais, sinon c'est c'était mort. toujours la barrière de la langue. Mais parfois, je trouve ça beau, du coup, les interactions qui peuvent naître, Mais même là, si on se là, on comprend se parle pas. même pas, oui, voilà, Ouais, c'est une mais cuisson. il y a quand même un je te lien coupe. qui se, voilà, par la cuisine qui se crée, qui doit Bah, être c'est un assez fort, langage, quoi. c'est un langage finalement langage finalement assez universel, quoi. On Mm. cuisine côte à côte. Il me montre, il me fait goûter, bah, il n'y a pas besoin de mots, quoi. Je goûte. C'est super. Tu vois au sourire déjà qu'il a bien mangé, Voilà, quoi. c'est à la tête, on voit tout de suite si ça va ou pas. Ouais. Et déjà, juste comme ça, on s'est déjà dit les trois quarts, quoi. Mm. T'as ouvert d'autres concepts en plus de Mosuke. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu ouvrir ces concepts et comment est-ce que tu choisis justement à quoi donner vie et à quoi renoncer? La volonté, moi, d'avoir d'autres concepts, c'est que Mosuke, pour moi, c'est je pousse au maximum sur tous les curseurs ma cuisine et ce que je suis capable de donner en cuisine, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue créativité, d'un point de vue, ou si ce n'est plus, mais je mets tous les curseurs au maximum de ce que je suis possible au moment. Et mon maximum doit augmenter graduellement. Et après, j'avais envie de proposer cette cuisine, mais sous d'autres formes. Moi, pour moi, elle est gastronomique là, mais elle a tout autant son propos en brasserie que sur du street food. Et donc, c'est comme ça que Mosugo existe. C'est pour ça qu'il existe et c'est comme ça qu'il est né. C'est en se disant, bah, moi, j'adore le poulet frit. Je pourrais en manger tous les jours s'il Moi faut. aussi. Et donc, si je faisais mon propre poulet frit Ouais. avec mes propres inspirations de cuisinier, quoi. Mm. Et c'est né comme ça. Et donc, il s'est avéré que c'était plutôt pas mal. Et en plus, ça nous permettait de toucher toute une partie aussi de la population qui avait envie de goûter ma cuisine, mais qui n'avait pas forcément les moyens de s'offrir Mosuke, ce qui je comprends totalement. Et donc, finalement, ce restaurant, il s'avère que ça me permet de toucher aussi bien des étudiants que des retraités et une clientèle qui vient chez Mosuke, mais qui, par exemple, pour un midi, a envie de manger en 20 minutes et va manger aussi ce street food. Donc, c'est hyper sympa parce que finalement, c'est le même chef, mais c'est une proposition différente. Et moi, ce qui me fait choisir finalement quoi ouvrir et qu'est-ce que je ne dois pas ouvrir, bah, je dirais que je me laisse juste le temps. Quand je pense avoir une bonne idée, je ne la prends pas pour bonne tout de suite. Je dis, ah, ça c'est une bonne idée, attends, je la note. Et si je reviens demain que c'est toujours une bonne idée, la semaine prochaine et dans un mois, c'est que c'est peut-être une bonne idée du coup. C'est marrant, je fais ça avant d'acheter des vêtements. Ouais. Je l'ajoute à mon panier, Voilà. je me dis, je reviens demain pour voir si j'ai toujours envie de l'acheter. Faut que je dorme dessus, je vais Voilà, voir. je teste ma motivation, quoi. Ce qui est difficile, je trouve aussi, c'est que, en fait, aujourd'hui, t'es chef, mais t'es aussi créateur de contenu, t'es aussi présentateur. Comment tu gères ces différentes casquettes de tes activités? Est-ce que t'as dû te former à certaines de ces activités? Est-ce qu'il y en a certaines que tu veux pousser plus que d'autres? Moi, ce que j'aime, c'est que chaque activité, mon activité principale, hein, comme je te dis, moi, je considère que je suis cuisinier, donc ma place est d'abord dans ma cuisine. Mais chacune de ces activités, elle vient me nourrir pour faire ce métier de cuisinier derrière. Donc, quand je sors de ma cuisine, c'est pour faire quelque chose qui va me nourrir d'un point de vue créatif, d'un point de vue entrepreneurial aussi. Et donc, par exemple, je fais Cuisine ouverte, qui est le programme de cuisine que j'ai, qui est diffusé à la télé. Et donc, celui-là, je suis à la rencontre de la France des terroirs. Finalement, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais en France, pas du tout. Et donc, ça me permet déjà de découvrir la France et ses régions, des spécialités régionales. Et donc, à titre personnel, en tant que cuisinier, j'apprends énormément. Et après, est-ce qu'il y a eu un apprentissage pour ce métier-là? Oui. Oui, parce que être animateur, c'est pas la même chose que faire de la télé. Donc, on me dit oui, mais ça devait être plus facile pour toi vu que tu as fait Top Chef. Bah, pas du tout. Parce que finalement, quand je fais Top Chef, je suis passif. T'es Je suis toi-même, candidat, je suis mais t'es moi-même. filmé, quoi. On me pose des questions, je réponds aux questions et je fais quelque chose et je suis pas à la main, quoi. Et donc là, à ce moment-là, bah, je dois devenir animateur dans Cuisine verte et c'est totalement autre chose. Je suis
C'est moi qui pose des questions, c'est moi qui donne le tempo et la température aussi de l'émission. J'ai l'oreillette, on me parle en même temps. Et ça m'a pris, ouais, je pense, bien une dizaine d'épisodes réellement à tourner avant de me sentir totalement à l'aise. Et après, encore une cinquantaine avant de me sentir totalement, non pas légitime, mais totalement à À ma ta place place. en tant que qu'animateur, en tant que chef cuisinier. T'as fait l'une des unes du Times aussi, ce qui est quand même incroyable. Ouais, ça c'était fou. Bravo. Merci. Est-ce qu'on te prévient, j'imagine, hein, mais on te prévient avant? Tu sais comment ça s'est passé? Tu reçois un mail, bonjour Maury, on vous veut dans notre une? Bah, c'est à peu près ça, hein. En vrai, on reçoit un premier mail qui nous dit bah, félicitations, vous êtes ranké dans la liste. Donc, bah, trop cool, super déjà. Donc c'est quoi les 100 personnalités les plus influentes C'est ça, ou de demain, quoi, Mm. le next. Et donc, je me dis, bah, super, déjà, je suis super content, moi. Je m'attends pas à être ranké dans ce type de liste en étant dans ma cuisine et en faisant à manger, finalement. Peut-être 2 semaines avant la sortie, on dit, bah, en fait, vous allez faire la une. Donc, quand est-ce que vous êtes dispo pour un shooting? Je fais, what? Excusez-moi. Vous êtes pas trompé de destinataire dans le mail, là? Et non, c'est avéré qu'ils se sont pas trompés. Et donc, ça se fait super vite quand on shoot. Et puis, 1 à 2 semaines après, bah, le thème sort. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu n'es même pas encore implanté à l'international. Non, c'est que Donc ils sont vraiment allés. Comment tu penses qu'ils t'ont eu dans leur radar? j'avais déjà été ranké dans une de leurs listes il y a 2 ans, mais c'était une liste très large. Mais je sais pas comment ils arrivent à me sortir de là et se dire, lui, c'est pas mal. Mais pour le sang, en plus, c'est sur un système de parrainage. Donc, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un ancien, donc ranké, qui lui est passé au niveau entre guillemets supérieur, donc Omar Sy, qui a D'accord. pu parrainer une personne et qui a dit, bah, en fait, regardez Maurice Sacco. Et à ce moment-là, bah, apparemment, c'est d'accord. D'accord, ok, trop bien. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que, enfin, je trouve ça super chouette de me dire ils ont les antennes ouvertes sur le monde entier Ouais. et sur pas que des personnes, enfin, qu'il y a aussi des locaux, on va dire, qui Et c'est rayonnent dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu globalisé où tu as l'impression que seules les personnes Et qui qui sont arrive sur à- tous les, tu vois, tous les plans, genre Alain Ducasse, tu vois, qui est Ouais. partout. Mais donc, en fait, ils ont aussi les œillères, C'est les ça, antennes donc, plutôt sur ce qui se passe aussi dans différents pays, quoi. ils arrivent à Ils ont quand même déchauffer dû du venir local. goûter, je pense. Oui, je pense qu'ils sont venus goûter. Prenez des notes aussi, t'as Eux bien aussi, ils fait. prenaient des notes. C'était peut-être Ouais. eux, d'ailleurs. On vous a vu. Ça a changé quelque chose pour toi ou pas, cette exposition médiatique? Déjà, ça a été un mois de fou. Beaucoup de presse, beaucoup de choses à faire. Ouais. Et c'est vrai que si, il y a eu soit quand même un avant-après. Si, par exemple, si je dois comparer avec le guide Michelin, l'étoile, c'était un peu une confirmation professionnelle pour moi en tant que cuisinier. Bah, cette une du Time, c'est plus une confirmation d'un point de vue d'une image de personnalité publique, finalement. C'est se dire, OK, c'est un cuisinier, mais il y a d'autres valeurs et d'autres choses à porter qui méritent d'être vues aussi. C'est dur parfois pour toi d'assumer la responsabilité qui vient avec cette notoriété? Cette responsabilité, je dirais pas qu'elle est dure, mais c'est que c'est quelque chose qu'on nous impose finalement. C'est Donc vrai. il faut soit on essaie de se battre contre, soit on essaie de la prendre pour ce qu'elle est. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et je me dis que bah, quitte à avoir une responsabilité comme ça, bah, autant on a essayé de la transformer en quelque chose de positif. Donc je me dis que pour moi, bah, c'est une force pour pouvoir passer un message. Et passer un message bah, déjà positif sur mon métier, passer un message positif sur une vision du monde et aussi se dire bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de voir comme monde, qu'est-ce qu'on a envie de passer comme valeur, est-ce qu'on a envie d'être ensemble, d'être contre. Et bon, je pense que On mon sait de choix est quelle assez partie évident. tu appartiens. Oui, c'est sûr. Est-ce que on t'a déjà étiqueté ou fait incarner le mec qui est parti de rien et qui a réussi et qui montre que c'est possible? Parce que parfois, je trouve que c'est le piège Ouais. de transformer l'exception en règle et qui peut parfois finalement être mal interprété. D'un autre côté, c'est hyper cool quand même de montrer que justement des personnes inspirantes peuvent y arriver. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Cette étiquette, autant, ça n'a pas été un piège pour moi parce que je fais un métier où pour 90% de ceux qui, entre guillemets, ont réussi, ils viennent de milieux modestes et c'est des gros travailleurs. Donc, il y a une valeur, entre guillemets, travail qui est assez importante dans notre métier où c'est en faisant qu'on arrive à monter petit à petit. Donc là-dessus,
l'histoire, on va dire, elle n'est pas originale. Hein. Alain Ducasse, voilà, c'est un enfant des Landes. Yannick Aleno est un enfant de banlieue parisienne, et ainsi de suite. Donc, tous ces chefs-là étaient petits et sont devenus grands. Donc, cette histoire, elle est assez banale, on va dire, dans notre métier. Après, l'étiquette qu'on a pu essayer de nous coller, c'était plus étiquette de chef noir ou de cuisine africaine. Alors que, moi, oui, je peux pas le cacher, je suis noir, oui, effectivement. T'as pas besoin de le cacher de toute Oui, façon. voilà, Mais... mais pour moi, c'est pas le sujet principal, quoi. Donc, oui, je suis noir. Oui, je suis fier de casser des plafonds de verre et c'est un plaisir, mais pour moi, c'est pas une finalité en soi, c'est pas quelque chose que je revendique. Et la cuisine africaine, oui, c'est une partie de mes origines. Donc, j'ai des recettes totalement africaines, je fais des mafés, je fais du yassa, je le revendique, j'en suis très fier. Mais je ne fais pas que ça en cuisine. C'est un 30-30-30. Et donc, quand on dit tu fais de la cuisine africaine, d'ailleurs, terme que je rejette totalement, on parle de cuisine avec un gros S et africaine avec un grand S parce que c'est très grand l'Afrique. Et donc, je dis non, quoi. Il y a de l'Afrique au menu, mais je ne fais pas une cuisine africaine. Et toute personne qui vient manger chez moi en partant le comprend et dit ah ouais, c'est super parce qu'on a tout en même temps. C'est un mélange qui est totalement homogène et en même temps on sent des aspérités comme ça. Et donc ça a été la première étiquette et je pense que j'ai réussi à la repousser, à faire comprendre que je suis juste entre guillemets un produit de ma génération et des comme moi, il y en a plein qui ont des origines, qui les célèbrent quand ils sont fiers, mais qui ont une appartenance à ce pays qui est la France, mais sans s'empêcher d'avoir des passions. Moi, c'est le Japon, d'autres, c'est le Mexique, d'autres, c'est la Scandinavie. Et ça, c'est pas notre couleur ou notre origine qui nous définit, mais c'est plus nous-mêmes, ce qu'on décide d'être et ce qu'on a envie de porter comme message. Est-ce que pour toi, tout le monde peut devenir un chef étoilé ? Non, malheureusement, pour moi, tout le monde ne peut pas devenir un chef étoilé parce que ça demande déjà d'aimer se faire mal. Hein, un peu. Ok, tu es masochiste. Il l'a dit. Non, mais en vrai. Chers amis, il l'a dit. faut aimer se remettre en question tous les ans parce que cette étoile, elle est acquise pour un an. Donc tous les ans, ceux qui ont une étoile depuis 5 ans, ça fait 5 ans que tous les ans, on va chercher une étoile. Ouais. Donc il y a cet inconfort, entre guillemets, qui peut être créé, mais on aime ça, c'est une motivation pour moi. Et il y a aussi cette capacité à ne jamais se relâcher, quoi. On est tout le temps régulier, c'est pour ça que dans nos métiers, la notion d'artiste, oui, c'est flatteur pour nous quand on dit t'es un artiste, mais non, je suis un artisan, parce que un artiste, il peint un chef-d'œuvre une fois, il n'a pas besoin de le repeindre. Moi, mon chef-d'œuvre, si je fais un chef-d'œuvre, je dois le faire tous les jours, je dois repeindre mon chef-d'œuvre. Donc ça se rapproche plus du métier artisan, où je dois produire quelque chose de qualité tous les jours, plutôt que d'un artiste qui produit une seule fois. Il n'y a pas de fulgurance dans notre métier. Ça, c'est très dur de se dire que je vais avoir une fulgurance une fois, il faut que je capte cette énergie. Elle va être mangée, puis c'est terminé. C'est ça. Et donc, je crée un grand plat, et il faut que j'arrive à le capter et le figer, et que ça reste un grand plat. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est vrai, répliquer entre guillemets le chef-d'œuvre. Ouais. Ouais, c'est le plus dur. De l'extérieur, on dirait que tu n'as jamais connu d'embûche. Est-ce que tu peux nous parler d'une embûche que tu as rencontrée ? En vrai, non, c'est énervant, mais... mais non, je n'en ai pas. Non, en vrai, j'ai... Touche du bois, devant toi. Attends, je vais l'attraper. Mais non, en vrai, j'ai pas eu d'embûche, à dire sévère. Hein. Même quand, par exemple, quand je t'ai dit l'étoile a été remise en question, ça a été dérangeant. Oui, ça n'a pas été agréable parce que c'était aussi mes qualités qui remettaient en question. Mais j'ai pas senti ça comme une embûche parce que mon restaurant, il était plein. Oui, toujours. C'est quand même la plus belle victoire. Oui, hein, voilà, ouais. donc c'est le plus beau. S'il y a une seule manière de voir ça, c'est de se dire si le restaurant est plein, c'est que les clients, eux, sont pas dupes et ils continuent à venir et ils reviennent. Donc là-dessus, ça a vite enchaîné. Mais c'est vrai que, non, en vrai, j'ai été plutôt chanceux dans mon parcours jusqu'ici. J'espère que ça durera. On provoque sa chance. Ouais, on la provoque. Il y a des moments, des petits moments où on s'est dit ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Ouais. Et pour l'instant, c'est toujours tombé du bon côté. Et j'espère que ça durera. Est-ce que tu as des peurs ? Des peurs, non, je n'ai pas tant que ça finalement parce que je suis un garçon qui a confiance, on va dire, à la vie et se dire que si une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvrira. En tout cas, j'aime croire à cette idée. Et donc, j'ai pas beaucoup de peur. Si ce n'est que maintenant, je suis nouveau papa, donc j'ai appris
Félicitations. Merci. Je suis tout jeune papa, donc j'ai appris ce que c'était ce jamais tranquille de se dire. L'anxiété permanente. Ouais, l'anxiété permanente des parents de se dire j'espère qu'elle va bien, est-ce qu'elle va bien, qu'est-ce qu'il y a. Donc cette anxiété, je la découvre et c'est vrai que j'ai jamais été anxieux de ma vie, mais c'est vrai que voilà quoi. L'anxiété t'as choisi là. Voilà, là c'est bon, là j'ai pas le choix, ça te tombe dessus comme ça. Mais sinon non. Et c'est pas dur pour ton entourage de te voir justement autant travailler, autant impliqué? Bah si, ça a toujours été un sujet pour moi depuis que je me suis engagé dans ce métier, parce que c'est un métier où on rate beaucoup, hein. Les anniversaires, les fêtes de famille, les samedis en famille, les dimanches en famille. Moi, ma mère, elle est exaspérée, hein. C'est Maury, on ne te voit jamais. Bon, je pourrais la voir tous les jours, qu'elle me dirait toujours la même chose, hein. C'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est un métier qui est extrêmement exigeant et qui nous demande beaucoup de notre temps. Et donc, ce rapport, c'est vrai, vie pro et vie privée, il est totalement déséquilibré. Comment tu fais? Je crois que ton restaurant Mosuke, il est fermé le week-end. Ouais, ça, c'est une nouvelle décision qui a été prise, c'est de fermer le samedi et dimanche. C'est fou. Ouais, c'est fou, mais c'est Comment tellement vous avez cool. pris cette décision? C'est venu de quelle réflexion? Bah, ma femme était enceinte. Ah oui. Et du coup, on s'est dit que ce petit enfant, ça pourrait être bien que papa soit à la maison le week-end, ou si c'était pas le week-end, c'est un jour sur deux. Et en plus, je sentais que les équipes aussi, c'était une demande qui montait, quoi. Ils avaient eux aussi Une vie, hein. voilà, une vie à avoir. Et pour moi, c'était important de pouvoir donner quelque chose aussi à ces équipes qui donnent beaucoup au quotidien. Et je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, le restaurant est toujours plein. Ouais. Donc, on ferme le samedi, dimanche ou le dimanche, lundi, ça change pas grand-chose d'un point de vue chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, autant le faire. Non, c'est sûr. Et j'espère que ça inspirera peut-être d'autres restaurants à en faire autant. Tu parlais de portes qui peuvent se fermer et d'autres qui peuvent s'ouvrir. Est-ce que toi, il y a des portes que tu as envie d'ouvrir? Non, bah moi, j'aimerais m'ouvrir les portes à l'international, on va Ouais. dire. Maintenant, j'aimerais... Quel pays en premier? Même si j'ai ma petite Évident. idée. Le Japon. Par hasard. En Asie. Le Japon, mais j'irais peut-être même à égalité avec l'Afrique de l'Ouest, quoi. Dakar ou Ouais. Abidjan aussi, c'est des villes que j'aime beaucoup à titre personnel. Et je trouve que ma cuisine se retrouverait nourrie si elle était justement sur le continent africain aussi. Donc moi, j'aimerais m'ouvrir ces portes-là à l'international pour l'instant et me dire que pourquoi pas proposer ma cuisine aussi dans d'autres pays et puis voir comment ça prend et comment la proposition est accueillie. Qu'est-ce que ça impliquerait pour toi d'ouvrir à l'international? Est-ce que ça implique de recruter une équipe dédiée à cela? Est-ce que ça implique pour toi d'être sur place? Bah, ça m'impliquerait de voyager un peu plus, donc d'être un peu moins présent chez Mosuke à Paris. Et ça impliquerait aussi de former des équipes et aussi d'apprendre, entre guillemets, une nouvelle culture du travail, parce que finalement, je pense qu'on travaille pas pareil au Japon comme on travaille à Dakar et comme on travaille à Paris. Et donc, c'est aussi apprendre à s'adapter aux gens, aux cultures. Et moi, j'adore ça, donc c'est plus une hâte. Est-ce qu'il y a des restaurants dans le monde que tu n'as pas encore testé, que tu aimerais tester? On parlait de Paul Perret tout à l'heure. Ouais. Ultraviolet, son restaurant à Shanghai. Tu l'as pas testé? Non, je ne l'ai pas testé. Il aurait pu t'inviter après quand même. Il faut y aller à Tu faisais partie Shanghai. de sa brigade. Il faut Ouais. y aller à Shanghai et il m'a proposé, à l'époque de Top Chef, avec Adrien, on l'embêtait un peu, il nous a proposé de faire la plonge contre un repas. On lui a dit, bon, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. On est preneur, hein, c'est vite fait. Hein. C'est un deal. Mais non, à faire. C'est Ouais. un restaurant que je rêve de faire. Et avec un chef que j'apprécie personnellement. Et ouais, ça peut être une belle table. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui comme chef? Non, j'ai beaucoup de... Si je dois parler d'un point de vue, je vais splitter un peu le côté entrepreneurial et le côté cuisine. Ouais. Mais d'un côté entrepreneurial, j'ai beaucoup de respect pour Alain Ducasse. Parce que c'est un chef qui a une force, c'est d'être capable de ne pas être là. Ce qui est plutôt un reproche d'habitude qu'on fait au chef, du chef absent. Mais de fédérer, de garder ses talents et de vraiment les faire grandir. C'est un chef qui, quand il va travailler avec un jeune chef, un jeune cuisinier qui va l'installer, ce cuisinier va progresser et va lui donner plus que ce qu'il pouvait lui donner au début. Et ça, c'est une vraie force pour moi de se dire qu'on peut, sans être dans sa cuisine, progresser dans ce qu'on propose et faire progresser les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier où on donne énormément, mais on prend aussi énormément à ses équipes. Et c'est bien qu'eux puissent aussi gagner en travaillant avec nous. Et c'est pas comme que ça de que financier. la batterie mais se recharge aussi. c'est ça. Ouais. C'est ça, de se récupérer comme ça. Du coup, je vous invite à écouter, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode que j'ai fait avec Alain Ducasse. Ah bah voilà. Je le mettrai dans les notes. Je savais pas qu'il était passé, mais Ouais, voilà, il est passé. adoré. Ouais. Et d'un point de vue pro, purement cuisine, je peux pas dire Paul Perret, c'est trop évident.
Mais c'est trop évident. Non, mais René Redzepi du Noma, Ok. qui arrive, lui, au bout de son histoire, qui va fermer son restaurant, et qui est un mec qui a eu un impact immense sur la cuisine mondiale grâce à une intelligence qui a été mise là où, dans un métier où on nous voyait un peu les cuisiniers comme des gros bourrins et qui n'avaient pas de tête, qui a réussi à remettre justement le côté cérébral, intellectuel au milieu de notre métier et de faire comprendre qu'on pouvait faire ce métier en réfléchissant tous les paramètres, en pensant que ce soit la déco, mais aussi l'assiette, mais aussi comment on propose le menu, dans quel sens on le propose. Et je trouve que c'est un peu le cuisinier du futur et c'est vers ça que notre métier doit évoluer. C'est moins de physique et plus de mental, quoi, plus d'intellectuel finalement. Et de créativité, ouais. Comment tu muscles ta créativité? C'est un peu contre-intuitif, mais pour moi, ce muscle en faisant rien. Il faut accepter de, quelque part, de mettre le cerveau en dormance et juste d'accepter d'être comme une éponge, quoi, de laisser entrer les choses et faire une expo, oui, mais c'est pas faire une expo d'un point de vue actif, c'est aller à l'expo et accepter de se laisser cueillir par quelque chose, par une œuvre, par une couleur, par une odeur et vraiment accepter ça, ou sinon c'est ne serait-ce que d'être dans son salon, d'écouter une musique et de vraiment inverser le processus et de plus être dans ce côté actif, proactif. Quand on est chef, on est toujours dans l'action, il faut faire, faut faire, faut faire. Tout relâcher et puis justement se dire maintenant je vais recevoir. Est-ce que tu consacres du temps conscient à ça chaque semaine? Parce que je trouve que, tu vois, on sait, en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on doit faire ça. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que tu remplis C'est ton bien. agenda, voilà, et que finalement, c'est souvent ça qui squeeze. Donc ouais, moi j'ai une particularité dans mon agenda, c'est le rien. Donc Voilà, tu fais un bloc ouais, il y de a un bloc combien de temps? de off, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. D'accord. Et c'est des off. Voilà, tu C'est mets comme un off dans rendez-vous ton qui est agenda. passé. Voilà, c'est Ouais. un off. Et c'est important de le faire parce que justement, quand on est entrepreneur, la moindre case blanche dans le planning, on la remplit Ouais. parce qu'il faut faire et il faut avancer. Et donc, chaque minute doit être rentabilisée, entre guillemets. Et c'est vrai que faire ça, ça me permet de dire non, non, mais là, C'est non tu me parles pas. négociable. Voilà, Mm. cette coupure ou cette pause, je suis off et je vais faire autre chose. Je vais me lire un bouquin. Je vais me lire un bouquin de cuisine. Voilà, je vais me nourrir de ce qu'il y a dedans et puis ça va pas me servir tout de suite. Mm. Et peut-être que dans 3 semaines, quand tu vas me demander de créer un plat direct, peut-être que j'aurai la bonne idée dans ce livre-là et je vais la réutiliser. Donc c'est pas du temps perdu en tout cas. Ouais, c'est gagné sur le long terme. À quoi il ressemble ton agenda? Comment est-ce que c'est réparti? C'est la guerre. C'est vraiment la guerre, cet agenda. Il est réparti entre 2 gros blocs cuisine parce Ouais. que finalement, moi, le matin, de 8h à 14h30, je suis en cuisine. Donc, Ok. le matin, à 8h, on fait les mises en place, on produit tout. Après, il y a le service. Et à 14h30, le service est fini. Et le soir, le service commence à 19h30 jusqu'à minuit. Je suis en cuisine. Donc, déjà, Ah j'ai ces 2 gros ouais. blocs qui ne bougent pas. D'accord. Et Donc, t'as donc- vraiment 2 journées, quoi. Ouais. Ok. Et la 3e journée se place entre les deux, à l'heure où on est actuellement. Donc, Merci de vous accorder du temps pendant cette 3e journée. et Ouais, donc, ouais. entre les deux, où je vais faire tout le reste, quoi, où je vais passer dans les autres restaurants, que ce soit le Mosugo, le Lafayette, que je vais faire de la presse, des interviews, où je vais aller faire mes courses. Où il y a la vraie vie Il faut- aussi. il faut ce temps-là. Il y a la vraie vie aussi. Et où je vais faire tout le reste, quoi. Donc, c'est vrai que mes journées sont coupées en 3 blocs comme ça. Et dans ce bloc du milieu, je vais faire vraiment tout le reste, la réunion comptable, les réunions avec ma femme qui, elle, va me faire un bilan d'entreprise, le bilan du mois et toutes ces choses-là. Et finalement, ma journée, elle se découpe comme ça. Parce que du coup, ta femme travaille avec toi Ouais. sur les restos. C'est ça. Elle travaille avec moi. Et on va dire, moi, je suis le créatif et Ouais. elle est le structurel. Et Ouais. donc, on va dire, elle gère la boîte. Hein. C'est elle qui, les trois sociétés, c'est elle D'accord. qui gère tout le bouquet, finance, comptabilité, RH, et avec ses équipes. Elle a des équipes. Et donc, on se répartit comme Ouais. ça. Moi, je pense, je fais. Et elle rationalise, structure et me dit, là, Maury, 50 € l'assiette, c'est pas possible. Ok, d'accord, on voit un équilibre. Et c'est une bonne balance et c'est un bon binôme de travail parce que chacun est très heureux dans son rôle finalement. Ouais. Est-ce que c'était comme ça dès le début ou vous avez décidé de faire ce fonctionnement en cours de route? Ça a été progressif parce que au tout début, quand j'ai lancé ce projet de restaurant, elle avait sa propre vie, elle faisait du contrôle de gestion. Ouais. Donc, elle travaillait dans le secteur bancaire. Et
elle m'a aidé énormément sur la constitution du dossier pour le restaurant, quoi. Donc, tous les business plans, les projections financières et tout. Bah, moi, je lui donnais mes prix de menu et elle m'a produit toutes les données, quoi. Et donc, moi, à côté, j'étais plus sur le storytelling, l'explication. Et elle a consolidé tout ça avec des chiffres. Donc, au début, elle était là, elle me filait un coup de main, quoi, dans la gestion de société. Et puis, au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur, au bout d'un moment, Je lui dis, écoute, prends la tête, hein, parce que... J'ai débauché ma femme et je lui ai dit, écoute, viens travailler avec nous, c'est une super boîte, tu vas voir. On est sympa. En plus, tu pourrais être la boss. Du coup, elle a dit, ok, je veux bien être la boss. Et elle nous a rejoints. Et puis, ça m'a permis justement d'ouvrir les Mosugo et de me développer beaucoup plus parce que je suis plus du tout inhibé par une partie administrative pure. Et toute cette partie, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, bah, en fait, ça nous prend un temps monstre, toute cette partie administrative. Donc, elle gère ça et moi, je suis totalement focus sur la création, sur penser le concept, faire des cartes, la décoration, la tenue, tout ce qui est vraiment purement créatif. Et ce qui est sympa parce qu'elle, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais elle a un avis. Et donc, chacun est dans sa zone de confort finalement. Ok. Et vous avez instauré un peu des règles ou des process pour que ça n'empiète pas trop sur votre vie perso? On a essayé, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. En vrai, on est au resto, on se dit, bon, là, on ne parle pas de boulot et au bout de 10 minutes. En fait, bon, vas-y. Cette idée. Ouais, c'est ça. Faut pas essayer de lutter contre ça. Et justement, je pense que la meilleure chose, c'est d'être on va dire en bonne intelligence. Il ne faut pas parler boulot tout le temps. Mais si on a un sujet, il faut pouvoir l'aborder comme ça, l'évacuer et puis on passe à autre chose, quoi. Pas créer de frustration non plus parce qu'il y a une règle qui ne doit pas être brisée, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ce genre de règle, je pense que ça crée plus une pression qu'autre chose. Et justement, on est assez libre et on peut bosser à 1h du mat et comme passer un dimanche en famille sans jamais parler d'une seule chose du boulot. Et ça, c'est naturel, quoi. J'ai quelques dernières questions pour toi. Si tu pouvais nous recommander une ressource, que ce soit un film, un documentaire, un animé, un livre qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Un film, tiens, que j'ai redécouvert récemment dans l'avion, Le sens de la fête. D'accord. Que je trouve absolument génial parce qu'il est hyper fidèle. Et tous les persos qu'il y a dans l'événementiel, c'est des persos que je retrouve à chaque fois que je fais des banquets, des dîners privés et tout. Et je trouvais que c'était un film qui était en même temps hyper fidèle, mais hyper touchant. Parce que toutes ces personnes existent vraiment et il y a de la beauté dans tout, quoi, finalement. Et je trouve que c'est un peu une ode au beau et à la détente, quoi. J'ai 2 questions par rapport à l'humain. D'abord, je me demande, tu as rencontré pas mal de personnalités. Ouais. J'ai scrollé sur Insta et je me suis dit, waouh. Quelle est celle qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Timothée Chalamet, il est venu manger au restaurant à Mosuke. Et il m'a marqué parce qu'en fait, le mec est ultra simple, quoi. Il est très normal. Ça peut paraître bizarre de se dire, on est surpris que quelqu'un soit normal, mais il est resté pendant 1 heure. Là, après, en cuisine avec nous, il était assis sur le plan de travail, tranquille, en train de discuter de tout et de rien, de foot, de machin. Et je me suis dit, en fait... on peut s'imaginer plein de choses sur ces personnalités, sur ces stars. Mais en fait, faut dédramatiser. C'est des gens comme nous, normaux, et il a des plaisirs simples, en fait, finalement. Et ça, je trouvais ça assez impressionnant et en même temps très mature, malgré son âge, quoi. Mais écoute, c'est cool, je trouve, en effet, d'apprendre que des personnalités comme ça, aussi célèbres, puissent être aussi simples, alors qu'elles pourraient être des divas, entre guillemets. Tu vois, c'est... Ou sinon, on a l'ancien président François Hollande, que je trouve génial par sa capacité à s'émerveiller de notre métier, vraiment. Okay. Et il est comme un gosse au restaurant. Okay. Je trouve ça assez génial de... Voilà, quoi. Quand on a géré tout ce qu'on peut gérer quand on est président de la République, on se dit que... On a peut-être perdu cette capacité à s'émerveiller. C'est ça, on a perdu toute cette capacité, mais finalement, non, il est comme un enfant au restaurant et chaque assiette, qu'est-ce que c'est? L'hyper curieux, il pose plein de questions et je trouve ça assez génial. Et parmi celles que tu n'as pas encore rencontrées, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro d'InPower? Je dirais Booba. En vrai, Booba, parce que en vrai, est-ce qu'au-delà du perso Booba, qu'est-ce qu'il peut avoir derrière? Donc Booba. Ok. En plus, je me suis posé la question, tu vois. C'est le fait qu'il est quand même plus ou moins harcelé, enfin même carrément harcelé Magali Berda. Il y a une énorme affaire que ça me refroidit un peu parce que je me dis, bon, pas envie de donner de la visibilité à un agresseur.
mais d'un autre côté, ne serait-ce que pour comprendre, Ouais, pour lui pourquoi donner la parole, quoi. Ouais. Tu vois, pourquoi cette façon-là de faire. Un pourquoi global. Je te dirais un pourquoi, voilà. Voilà. Ça peut être, écoutez, dites-moi, envoyez-moi un message si vous pensez que ça peut vous intéresser. Voilà. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? J'exclus la cuisine ou pas? Non, ça peut être découvrir une nouvelle technique, tester Ok. une nouvelle recette. Parce qu'en cuisine, il y en a beaucoup. Tu dirais que ça t'arrive tous les jours? Ouais, bah, en vrai je tente beaucoup de choses pour la première fois en cuisine, quasiment tous les jours, hein. J'essaie des trucs, je découvre au quotidien, on va dire. Non, la première, bah, moi, plus marrant, mais j'ai essayé de donner le Doliprane avec le truc qui se pousse à ma fille il y a une semaine, l'horreur, et lui donner la première fois, je lui ai donné un petit pot, je lui ai fait un petit pot. Et donc, je lui ai fait son premier petit pot Donc c'est toi qui à l'as ma fait. fille. Ouais, du coup. T'as fait une recette j'ai fait petit pot une bébé? purée de patates douces. Au Ah, début, on miam. ne peut pas assaisonner. Je trouve ça un peu. Hein. Voilà. Elle va pas se lécher les babines. là. Laissez-nous assaisonner les petits pots, s'il vous plaît. Mais ouais, c'était son premier petit pot. Donc, je me suis éclaté. Hein. J'ai vraiment coupé ça parfait et tout. Ok. Et après, je lui ai donné. Et elle a tout craché. Non, Et j'étais la déception. j'étais là, mais non, mais franchement, je mange. La cliente la plus difficile finalement. Ouais. Donc, c'était premier. Ouais. Première Premier expérience. petit pot, première expérience de repas avec ma fille et c'était pas du tout de réussite, hein. Pas du C'était- tout. La patate douce, je resserrai dans un mois. C'est ça. Je crois que c'est Churchill qui disait chaque échec est un pas de plus vers la réussite. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, je noterai ça au-dessus de la chaise où je lui donne à manger, Faut regarder le moral. comme ça. Vas-y. Et du coup, la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? J'ai accepté d'être libre. Donc, juste accepter de pouvoir se lancer sur une voie où on a envie de se lancer, de pouvoir d'être libre de dire non, d'être libre de dire oui, d'être libre d'abandonner aussi. Parfois, on essaye et ça marche pas et faut pas s'entêter trop non plus. Donc, d'être libre d'abandonner et surtout d'être libre d'être soi-même. Parce que souvent, tout à l'heure, on parlait d'étiquettes. Souvent, on peut essayer de nous mettre dans une case ou de nous coller une étiquette. Et finalement, reprendre ce contrôle, c'est aussi se dire, bah non, en fait, moi, je sais ce que je suis et l'accepter et de se sentir libre de l'être et de l'incarner aussi. Trop bien. Merci beaucoup, Maury. Merci. C'était super chouette. Franchement, j'étais très contente d'échanger avec toi. Ça m'a donné envie de tester tes autres restos, ceux que j'ai pas encore testés. Donc, À goûter. en plus, ma commu sait que je partage toujours les reviews de ce que je teste comme restaurant parce que je trouve ça très important en fait. Enfin, pour moi, la vie est trop courte pour mal manger. Ouais. Tu vois. Donc, Je suis j'ai pas envie de leur recommander des trucs qui sont pas bons, tu vois. Donc, je dis toujours quand c'est bon, quand c'est pas bon. J'essaie de pas trop dire quand c'est pas bon, mais du coup, j'en parle pas. Mais du coup, quand je parle de ce qui est bon, c'est que c'est vraiment testé, approuvé et surapprouvé. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Bon, sur Insta, on va dire, c'est la Ouais. carte de visite. @Maurice Sacco, je mettrai Ouais. ça dans les notes. Et puis, j'espère à très vite. Va très vite. Merci.